Alors, une vidéo un petit peu fait sur le fil, parce que la semaine prochaine, les épreuves pour l'agrégation interne autour du thème de la création commencent, et malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller aussi loin que ce que j'aurais voulu dans cette série. J'ai été pris par le temps, évidemment, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un peu plus tranquille, peut-être pour accompagner ceux qui révisent, qui font des révisions de dernière minute et éventuellement qui sont stressés par l'arrivée de l'examen. Ça me rappelle évidemment des souvenirs quand j'ai moi-même passé l'agrégation interne. Bon, donc l'exercice que je propose aujourd'hui, c'est un exercice de problématisation rapide. C'est un exercice que je conseille, je pense, à tous ceux qui passent des concours et qui sont un peu dans une phase de révision de dernière minute, c'est-à-dire qui sont dans cette phase où ils n'arrivent pas vraiment à lâcher prise sur le fait de continuer à travailler, mais qui en même temps ont déjà un corpus constitué autour du thème, et donc qui ne font que rajouter en quelque sorte des données, des connaissances en philosophie, alors même qu'il faudrait s'arrêter. Et donc, mon point de vue, c'est que la meilleure stratégie dans ce cas-là, quand on n'arrive pas vraiment à s'arrêter, mais qu'en même temps, on se doute bien que le travail qu'on fait là, de dernière minute, il va pas forcément être très productif, c'est de faire des problématisations rapides. Vous prenez des thématiques, des sujets de dissertation autour de la création, vous pouvez trouver ça un peu partout. Il y a notamment un très bon corpus de dissertation qui s'appelle 11 000 sujets de dissertation, il me semble, que vous pouvez trouver facilement sur Google. Et vous essayez de problématiser dans un temps limité. Et cette problématisation en temps limité, vous le faites autour de thématiques et de sujets assez génériques, assez classiques, assez bateaux en quelque sorte. Et comme ça, même si vous tombez sur un sujet, on va dire, un peu original, différent, a priori, si vous avez bien bombardé tout ce qu'il y a de classique dans le sujet, eh bien vous aurez quand même des billes, même pour un sujet particulièrement original. Et dans tous les cas, ça vous mettra dans un bain problématique assez intéressant pour l'examen. Alors la problématisation rapide que je propose d'abord, c'est le rapport entre imitation et création, un sujet qui se donnerait comme ceci, imitation et création. Donc, quand vous avez des sujets notionnels de ce style, des sujets de couple de notions, l'enjeu c'est de produire un problème qui synthétise les deux notions, un problème qui englobe fondamentalement les deux notions, et il faut éviter évidemment les approches purement thématiques qui vont d'un côté appréhender l'imitation et de l'autre la création. Et donc il faut essayer de comprendre en fait la nature d'un problème relativement simple, mais qui va permettre de réfléchir globalement, on va dire, au couple notionnel. Alors, pour imitation et création, donc le principe d'une problématisation, c'est que vous partez d'une position initiale. Ici, à mon avis, la position initiale, je le fais à l'oral, un peu à la volée, donc vous m'excuserez pour l'imperfection de mon élocution, de mes propos, le manque de clarté éventuelle. C'est un peu un exercice sans filet. Mais à mon avis, la position initiale simple, c'est qu'il semble y avoir un conflit assez évident entre l'attitude imitatrice et l'attitude créative. Parce que dans l'imitation, on a le sentiment qu'il y a reprise de formes déjà existantes, qu'imiter c'est récupérer et répéter ce qui a déjà été fait, en quelque sorte. Et donc, on pourrait avoir à l'esprit, on pourrait imaginer, si on demande à des gens ce qu'ils en pensent, que spontanément, ils auraient tendance à dire que dans le cadre artistique, au moins, l'imitation, c'est l'inverse de ce qui semble être le geste créatif. Par exemple, si on pense au génie kantien, qui est donc celui qui est capable d'inventer des règles de l'art, mais qui ne se contente pas seulement de les suivre et de les appliquer, on a l'idée que la quintessence de l'artiste, créateur, c'est celui qui justement n'imite pas mais crée quelque chose de nouveau. Au contraire, de l'imitation, l'activité créatrice, on pourrait dire, elle se pense d'abord comme une invention de formes nouvelles. C'est-à-dire que selon la logique de l'émergence ou de la rupture de la continuité causale, dont j'ai un peu parlé dans ma vidéo précédente autour de la création, en fait ça implique dans ce cas-là de sortir du temps cyclique. Dans le rapport à l'imitation, il y a un temps cyclique qui s'installe. Imiter, c'est répéter la même chose et donc s'enfermer dans un cercle.
alors qu'on a l'idée que la création implique l'émergence de quelque chose de nouveau, hein, la temporalité telle qu'elle est pensée chez Bergson comme durée créative par principe, met justement à l'honneur en quelque sorte cet élan, cette émergence créative de la temporalité. Donc le geste créatif se comprend comme émergence, et donc précisément pas comme répétition. Donc la relation entre imitation et création semble d'abord, hein, si on part de cette position initiale, difficile à penser dans la mesure où on pourrait considérer très bien que l'un et l'autre semblent être les termes d'un rapport complètement antagoniste, conflictuel quant à l'activité productive. C'est deux types d'activités productives qui sont complètement différentes. Bon. Maintenant évidemment votre objectif c'est de trouver un grain de sable, donc quelque chose qui remettrait en cause cette position initiale. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qui pourrait être imaginé ? En même temps, en fait, si on réfléchit, l'imitation, c'est pas la pure et simple répétition du même. Bon, ça c'est un principe basique en philosophie, mais quand vous avez deux mots, vous avez deux sens. Il n'y a jamais de synonyme parfait en philosophie. Donc faites bien attention le jour de l'examen, ne pas rabattre un concept sur un autre, et quand vous avez envie d'utiliser un autre mot, soyez vigilant et dites-vous pourquoi j'ai envie de l'utiliser, est-ce que mon désir de l'utiliser n'est pas signifiant philosophiquement, etc. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression que l'imitation n'est pas la pure et simple répétition, parce que par exemple, si on prend le cadre artistique, celui qui imite ne fait pas que répéter exactement la forme, puisque dans le geste productif lui-même, hein, il va y avoir des écarts qui vont impliquer quelque chose, ne serait-ce qu'en raison de contraintes formelles, mais aussi, enfin matérielles plutôt, il va se passer quelque chose qui va faire que l'imitation ne sera pas exactement la copie du modèle. Donc l'idée que l'imitation ne pourrait pas créer se fonde finalement sur un préjugé problématique qui est celui de l'imitation comme pure répétition. Donc, plus encore, hein, si on essaie d'aller un peu plus loin, on pourrait dire que pour qu'il y ait création, pour qu'on reconnaisse qu'il y ait création, il faut qu'on puisse qualifier la production créative, le geste créatif, comme émergent par rapport à une continuité causale qu'on a à peu près compris. C'est-à-dire une répétition qu'on a à peu près intégrée, et c'est cette répétition qui permet de saisir l'écart, justement, que la création produit. Donc on estime l'écart que le geste créatif produit par rapport à une imitation de laquelle elle s'écarte. Donc, si on parle pas, et peut-être que ça sera un enjeu problématique de cette réflexion sur imitation et création, si on parle pas de la question théologique, notamment de la création divine ex nihilo, bon, à mon avis, ça pourrait être un point intéressant et original de cette réflexion. Si on parle pas de ça, la création par rapport à l'art notamment, eh ben, c'est toujours création par rapport à une répétition de formes qui ont été bien comprises et intégrées par l'artiste, par exemple. Or, de ce point de vue-là, le geste d'imitation semble bien être potentiellement le premier, en quelque sorte, de tout geste créatif. En tant que c'est celui qui permet de rendre compte de la liaison bizarre, paradoxale, en quelque sorte conflictuelle, de toute création vis-à-vis de ce qui existait déjà. Donc ici on peut finalement formuler un problème. La relation entre l'imitation et la création est donc forcément problématique de ce point de vue-là, parce que prise en elle-même, l'imitation semble bien impliquer dans ses conséquences les plus complètes, les plus finales, si on va jusqu'au bout, l'abolition de la création, parce qu'on a l'impression que l'aboutissement total d'une imitation serait la pure répétition, c'est-à-dire l'abolition d'une émergence, de toute nouveauté, de toute inouïe en quelque sorte. Mais en même temps, si on réfléchit aussi à la manière dont on qualifie la création dans le quotidien, etc., et notamment dans notre rapport à l'art, eh bien, la création est toujours évaluée par rapport à l'écart avec des formes qui existent, et donc on pourrait très bien considérer que l'imitation est une forme de médiation qui permet de rendre compte de cet écart. Donc il y a une difficulté. Alors je propose pas de plan, j'essaie de réfléchir à la volée aux références qui me viendraient à l'esprit. Bon, il y a Aristote avec l'idée de l'imitation comme manière de compléter la nature, et donc d'actualiser aussi une puissance. Bon,
mais je suis pas assez connaisseur de ça pour pouvoir bien en parler, donc voilà, mais peut-être que du côté d'Aristote, mais je pense que ce serait une référence un peu classique. Il y aurait aussi peut-être un truc à faire autour moins d'un exemple, enfin moins d'une référence que d'un exemple, peut-être par rapport au processus créatif, c'est-à-dire dire qu'en fait la création s'inscrit toujours finalement dans un processus créatif, et qu'au lieu d'être simplement l'événement de la création, c'est-à-dire la rupture causale, le processus créatif pensé comme travail, par exemple créatif, impliquerait forcément la répétition de formes déjà existantes pour les intégrer. Et donc montrer que le geste créatif, comme aboutissement final d'un processus créatif, et la création elle-même comme réalisation de ce geste créatif, n'est pas pensable indépendamment d'une sorte de règle processuelle en quelque sorte, qui est celle de l'imitation. On imite toujours avant de créer. Donc il y aurait un rapport chronologique en fait dans cette réflexion-là. Peut-être quelque chose aussi du côté, j'essaie de réfléchir conceptuellement, l'idée que finalement, justement, si on réfléchit à la distinction entre la répétition et l'imitation, quand on parle d'imitation, dans le mot, à mon avis, si on y réfléchit bien, sans doute que ça peut même être contenu dans le mot mimésis, il y a l'écart avec le modèle. Donc il y a toute une réflexion à mener autour du rapport original-copie, mais l'idée que le terme imitation, suppose un geste, et que ce geste implique l'écart. C'est pour ça que quand Walter Benjamin parle de la reproductibilité technique, il ne parle pas exactement de l'imitation. Et donc peut-être qu'il y aurait une distinction conceptuelle ici à faire avec la reproduction, et montrer que l'imitation suppose lui-même un geste, et que donc dans le concept même d'imitation, il y a une forme de création. Imiter, c'est créer quelque chose. Je réfléchis en même temps. Je vous laisse la chronologie terrifiante de ma réflexion sur d'éventuelles références. Moi, il y a un passage que je montre souvent à mes élèves, vous pouvez trouver très facilement sur YouTube. Le passage du film de Milos Forman, Amadeus, où il y a Salieri et Mozart. Mozart est en train de réciter, enfin de faire copier à Salieri son requiem. Et c'est intéressant de voir justement le rapport, c'est-à-dire que dans l'imitation, peut-être que la chose qui serait la plus en décalage, on va dire, avec le geste créatif, c'est qu'il y a forcément réinscription d'une causalité. Pour imiter, il faut imiter une causalité. Imiter, c'est reprendre des formes. Et donc, par exemple, Salieri, quand il essaie de recopier dans ce passage qui est très très beau, parce qu'il condense, à mon avis, notamment toute une pensée bergsonienne de l'art, la différence entre le temps mathématique et la durée. Mozart étant dans la durée, et Salieri dans un temps mathématique où il doit recopier le requiem. Et en fait, ce que montre la scène, c'est cette idée que finalement le problème de ce geste de recopier, c'est qu'il suppose de réintégrer la musique, là en question, dans la causalité de l'écriture, c'est-à-dire dans un rapport explicatif. Et donc il y aurait peut-être quelque chose à faire avec la notion d'explication, au sens où est-ce que l'imitation explique la création, au sens où elle la déplierait, et dans ce cas-là, le paradoxe, c'est que est-ce que l'endroit où elle la déplie, c'est précisément l'endroit où la création ne serait pas création, et l'endroit où elle ne parvient pas à la déplier, où il y a une limite, ça serait une sorte de noyau presque métaphysique de création. Ça, c'est des questions, à mon avis, pas inintéressantes à poser, même si elles se fondent aussi sur un certain nombre de préjugés métaphysiques qui supposeraient d'être réfléchis. Je pense qu'il y aurait des choses à faire autour de la question de la musique sérielle dans les exemples. Justement, comment la pure... Mais justement, en fait, la difficulté, je trouve, vous voyez, en parlant comme ça un peu à la volée, c'est que j'ai envie de rabattre l'imitation sur la répétition. Et donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut tenir l'écart.
Peut-être qu'une première partie pourrait faire comme si les deux sont synonymes, montrer que tout geste imitatif vise la répétition, pour ensuite montrer que qu'il y a la résistance d'un écart, et que c'est pour ça que dans toute imitation, il y a déjà geste créatif. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, j'imagine une série de vidéos où je parlerai un peu des bouquins de philo qui m'ont interpellé, de Didier Huberman, pour pas changer. Vous connaissez peut-être maintenant ma passion pour Georges Didier Huberman, où il parle de l'empreinte et du rôle qu'ont eu les moulages, notamment, dans le travail de Rodin. Et dans le fait que l'empreinte, longtemps considérée comme dépourvue de créativité propre, c'est-à-dire étant la quintessence d'un geste non créatif, et bien en fait révèle dans son usage processuel dans les comportements artistiques, et bien sa place prépondérante pour pouvoir justement inventer des nouvelles formes. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai pas trop de références là qui me viennent à l'esprit dont je pourrais vous parler, parce que j'ai pas préparé et que je suis pas à l'écrit. À l'écrit c'est plus facile, là j'avoue que faire ça à l'oral c'est un peu compliqué. Mon seul but c'est que puisse être aidé ceux qui le seront par cette vidéo, ou bien en trouvant des choses à l'intérieur qui n'avaient pas été pensées comme ça jusqu'ici, ou bien en se disant bah finalement ça va, vu comme il parle, moi je suis assez prêt parce que j'arrive à pousser plus loin plus facilement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je ferai peut-être une autre vidéo si j'ai le temps ce week-end, mais je ne promets rien. Et dans tous les cas, bon courage à tous ceux qui passent le concours. Essayez de prendre du recul et tout ça, je sais que c'est compliqué. Et d'essayer de vous mettre dans la position où vous allez réfléchir à un sujet intéressant et pas où vous allez passer un examen qui va valider soi-disant votre niveau. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, bon courage pour ces dernières heures avant l'examen.